Bonjour et bienvenue pour cette semaine 10 d'Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse européenne. Les élections européennes se clarifient avec de nouvelles têtes de liste et des manifestes adoptés en congrès. Un référendum constitutionnel en Irlande n'honore pas la journée des droits des femmes et RSF lance une initiative pour contrer la propagande du Kremlin. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Consommation. Apple sanctionné pour abus de position dominante. Attaqué par Spotify pour concurrence déloyale, Apple va devoir payer une note salée. L'entreprise de streaming musical suédoise a attaqué Apple pour avoir mis en avant ses applications dans l'App Store, n'informant pas les consommateurs des différentes offres sur le marché, et notamment de ses concurrents, aussi bien sur les iPhones que sur les iPads. Une pratique qui avait cours depuis 10 ans. La Commission européenne a jugé que ces pratiques allaient à l'encontre des intérêts des consommateurs et n'étaient pas nécessaires ni proportionnées aux intérêts d'Apple. Ces mesures ont poussé des utilisateurs à s'abonner à Apple Music sans avoir aucune information sur la concurrence. Apple rétorque que Spotify a profité de l'App Store pour que les utilisateurs téléchargent son application, mais a toujours contourné le paiement de sa présence sur l'App Store en proposant de s'abonner directement sur son site internet, privant Apple de commission. Apple fait appel de cette décision, considérant que la Commission européenne n'a pas de preuves tangibles sur le préjudice causé aux consommateurs. L'amende s'élève à 1,5 milliard d'euros. Élections européennes. Nicolas Schmit, tête de liste des sociaux-démocrates européens. Le samedi 2 mars avait lieu le congrès du Parti socialiste européen, le PSE. Et c'est le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, le luxembourgeois Nicolas Schmit, qui devient Spitzenkandidat. Loin du charisme et de la réputation bien établie de ses prédécesseurs, Martin Schulz et Franz Timmermans, il aura pour tâche de maintenir les socialistes comme deuxième force du Parlement européen face à la poussée de l'extrême droite. Un profil taiseux qui inquiète certains socialistes, alors qu'il avait un portefeuille important dans les différentes crises traversées durant le mandat. Le PSE a aussi adopté son manifeste à cette occasion et mise sur la sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure. Certains pointent même sa proximité avec le manifeste du PPE. Les socialistes vont se battre pour obtenir les portefeuilles liés à la transition sociale, à la transition économique et à la transition écologique, qu'ils considèrent être intrinsèquement liés. Élection européenne encore, Ursula von der Leyen investit tête de liste du PPE dans un climat de défiance. Mercredi 6 mars avait lieu le congrès du Parti populaire européen à Bucarest, en Roumanie, et ça sentait un peu la poudre. Même si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été investie sans surprise, quelques partis membres ont boudé le congrès ou n'ont pas cherché à cacher leur défiance. Certains d'entre eux sont confrontés à une offensive très prononcée de l'extrême droite, notamment les Républicains en France, ou le Parti populaire autrichien, le VP, qui voit le FPE être en tête des sondages à l'approche des européennes et des législatives autrichiennes. Des partis comme Forza Italia ou l'Appel chrétien-démocrate aux Pays-Bas, autrefois des partis de gouvernement, ne sont plus aujourd'hui que des forces d'appoint à des coalitions. Il y a aussi la crainte pour certains d'entre eux que leurs concurrents nationaux, inscrits actuellement chez les conservateurs et réformistes européens, ne viennent empiéter sur leur plate-bande au PPE, notamment les Polonais de la coalition civique de Donald Tusk, qui se voient mal travailler avec des alliés du PIS. Certains d'entre eux reprochent à Ursula von der Leyen sa manière de gouverner trop verticale et technocratique, trop consensuelle avec le chancelier Scholz ou le président français Emmanuel Macron, ou encore le pacte vert qu'ils trouvent trop radical. Des questions comme l'intégration même partielle de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen, qu'ils considèrent comme trop précoce, fait partie aussi de leur grief vis-à-vis de la présidente de la Commission. Commerce. Accord entre le Parlement et le Conseil pour bannir les produits issus du travail forcé. Mardi 5 mars, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur l'interdiction des produits issus du travail forcé sur les marchés d'importation et d'exportation de l'Union. L'initiative, lancée en septembre 2022 par la Commission européenne, faisait suite notamment aux enquêtes qui ont révélé les conditions de détention des Ouïghours dans le Xinjiang ou encore sur les buildings usines de la fast fashion en Asie du Sud-Est.
Il aura fallu un peu plus d'un mois pour aboutir à un accord entre co-législateurs. Ce texte concerne toute la chaîne d'approvisionnement. La Commission sera chargée d'établir une liste des produits et des zones géographiques à risque où le travail forcé est organisé par l'État. La suspension, le retrait ou l'interdiction du produit reviendra à l'autorité nationale en charge de l'enquête et sur base du principe de reconnaissance mutuelle qui prévaut dans le marché unique, cette décision sera valable dans toute l'Union. Les entreprises seront sanctionnées d'amendes et la réautorisation de leurs produits ne pourra se faire qu'après avoir éliminé le travail forcé. Le texte devrait entrer en vigueur au plus tôt en 2027, après un délai de 3 ans. Mais attention, la députée européenne Renew, Svenja Hahn, et son homologue socialiste Raphaël Glucksmann alertent sur le fait que l'accord n'est que provisoire et que les États pourraient diluer le texte pour préserver le pouvoir d'achat de leurs citoyens. C'est le cas pour le devoir de vigilance des entreprises, qui dispose que les entreprises doivent respecter l'environnement et les droits humains tout au long de leur chaîne de production. Le Conseil aujourd'hui bloque le texte, malgré un accord provisoire. Aussi, le texte devrait avoir des répercussions sur le milieu agricole et alimentaire européen. La production de bœuf au Brésil, de canne à sucre, de café et de cacao ivoirien, d'huile de palme indonésienne ou de poisson chinois ont été épinglés pour du travail forcé. Une législation qui aura des répercussions dans les rayons. Cela pourrait aussi toucher les agriculteurs européens qui utilisent de la main-d'œuvre saisonnière dans des conditions sociales inférieures aux travailleurs nationaux, déjà pointés du doigt en Espagne et en Italie. Environnement. Un accord sur la réduction des emballages en demi-teinte. Le lundi 4 mars, Parlement et Conseil sont parvenus à un accord sur la réduction des déchets d'emballage. Les objectifs sont fixés à 15% d'emballage en moins d'ici 2040. Un système de consigne des bouteilles au niveau de l'Union et l'interdiction des emballages individuels pour les sauces font aussi partie des objectifs. La réduction devra commencer par 5% d'ici 2030, puis 10% en 2035 avant d'atteindre les 15% en 2040. En 2030, les fruits et légumes ne devront plus être emballés dans du plastique à usage unique, pareil pour les bagages dans les aéroports. Les polluants dits éternels qui se retrouvent dans les emballages alimentaires seront bannis, ce qui pose notamment problème pour les pizzaiolos qui devront trouver d'autres manières d'emballer leurs pizzas. L'accord est encore une fois provisoire et il y aura certainement du lobbying pour introduire des exceptions. Certains États membres ne cachent pas leur mécontentement. Aussi, les associations environnementales regrettent déjà des compromis et craignent le report vers le papier et le carton, qui nécessitent beaucoup de bois et d'eau. Elles regrettent aussi que la consigne soit mise plus en avant que le réemploi. Environnement encore, un accord sur la révision des règles phytosanitaires. Mardi 5 mars, Conseil et Parlement se sont mis d'accord sur la révision des règles phytosanitaires européennes. Ce texte a pour but de lutter contre les nuisibles et les maladies venues d'ailleurs qui touchent les végétaux, mais aussi à lutter contre ceux qui sont déjà présents en Europe. L'Union va se doter d'une équipe d'urgence phytosanitaire pour prévenir l'apparition de nouveaux foyers d'organismes nuisibles, composés d'experts nommés par la Commission. Le texte prévoit d'améliorer la traçabilité des plantes à haut risque en assurant une meilleure numérisation de leur parcours. Cet accord doit encore être approuvé par les deux institutions. Défense. La Commission propose un marché unique de la défense. La Commission a proposé mardi 5 mars un fonds pour lancer son premier programme et sa première stratégie industrielle de défense. Cette stratégie devrait compenser les manques que l'Union expose depuis le début de la guerre en Ukraine et son incapacité à remplir sa promesse de fournir 1 million d'obus à l'Ukraine, seulement un tiers du contrat étant rempli aujourd'hui. Le programme européen d'investissement dans le domaine de la défense sera doté d'1,5 milliard d'euros pour le budget 2028-2035. C'est un premier pas vers le marché unique de la défense. Les principaux leviers seront l'exonération de TVA, des subventions et des prêts pour encourager la production et la coopération entre États membres. Cela devrait aider à faire des achats conjoints, à constituer des stocks et des lignes de production prêtes à être activées. L'obstacle qui s'est présenté au moment de la promesse de fournir à l'Ukraine les munitions dont elle avait besoin relevait surtout du fait que rien n'était contractualisé avec les industriels.
Il faudra aussi changer le mandat de la Banque européenne d'investissement, qui ne peut pas prêter à l'industrie de défense. Le texte doit désormais faire la navette parlementaire entre Parlement et Conseil. Passons désormais au club des 27. Croatie, une inflation record. Le vendredi 1er mars, Eurostat a publié ses chiffres de l'inflation. Et même si c'est globalement positif pour l'Union et ses États membres, la Croatie fait figure d'exception. Son taux d'inflation annuel est à 4,8% contre 2,6% dans le reste de l'Union. La Croatie semble être confrontée à une spirale inflationniste provoquée par des salaires. Le pays est confronté à une émigration massive de ses travailleurs qui savent qu'à compétences égales, ils seront mieux payés ailleurs. Le marché de l'emploi croate fait donc des efforts, mais la hausse des salaires se répercute dans les prix en bout de chaîne. C'est exactement la crainte exprimée par la présidente de la BCE, Christine Lagarde. En un an, le salaire net moyen croate a augmenté de 13,9%. Il est aujourd'hui de 1 191 €. La Croatie est donc dans un cercle vicieux où la hausse du salaire n'est pas satisfaisante du fait de la hausse des prix et inversement. Pologne. Un scandale d'espionnage met le pays est dans l'embarras. La Sejm, la chambre basse du Parlement polonais, a mis en place une commission d'enquête sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus sous l'ancien gouvernement PiS entre 2015 et 2023. L'homme au cœur de l'enquête est Jarosław Kaczyński, le président du PiS. L'ancienne première ministre Beata Szydło, ainsi que les anciens ministres de la Justice Zbigniew Ziobro et Mariusz Kamiński, seront aussi auditionnés. L'objectif est de déterminer s'il y a eu des abus de pouvoir lors de l'utilisation du logiciel. L'agence de presse Associated Press avait révélé l'utilisation du logiciel en Pologne en décembre 2021. 7000 licences avaient été acquises pour autant de personnes écoutées. Ces licences avaient été retirées par le groupe israélien NSO Group un mois avant que l'affaire n'éclate. De nombreux cas d'écoute dans l'opposition de l'époque, mais aussi dans la majorité PiS de l'époque, sont avérés, ainsi que des juges, des procureurs, des entrepreneurs ou encore d'anciens ministres. Et ce système d'écoute s'articulait parfaitement avec l'appareil médiatique qui faisait fuiter directement les messages, servant ainsi la propagande gouvernementale. L'utilisation de Pegasus pose la question du cadre légal de l'utilisation de tels outils. Mais rappelons que l'objectif des commissions parlementaires n'est pas de faire la justice à la place des organes judiciaires, mais simplement de pointer les manques administratifs et les éventuelles réformes législatives nécessaires. États baltes. Des pays baltes demandent l'interdiction des céréales russes et biélorusses dans l'Union. La Lettonie est passée à l'action en interdisant l'importation de céréales russes et biélorusses, mais le gouvernement milite pour une interdiction dans le marché unique. Cette interdiction est elle aussi prônée par la Lituanie, visée elle-même par les agriculteurs polonais, qui bloquent la frontière commune aux deux pays. Les États baltes veulent réduire la pression sur les céréales ukrainiennes, accusées de faire baisser le prix du blé de l'Union, alors que les céréales russes et biélorusses continuent de rentrer sur le marché européen dans des proportions plus importantes qu'avant la guerre. Les États baltes sont les plateformes logistiques des pays importateurs et ne veulent plus alimenter l'économie russe. Leurs agriculteurs leur mettent la pression pour interdire les produits russes et biélorusses. Contraints par les règles de l'OMC sur une interdiction unilatérale, les Lituaniens ont décidé de multiplier les contrôles. Ce positionnement est soutenu par Donald Tusk, qui cherche aussi à faire baisser la colère des agriculteurs polonais, tout en ne relâchant pas le soutien de la Pologne envers l'Ukraine. Italie, une première victoire des familles homoparentales. Le mardi 5 mars, le tribunal de Padoue, en Vénétie, a statué en faveur de l'inscription de deux mères sur les certificats de naissance. La suppression demandée aux communes pour 37 enfants nés entre 2017 et le début de la procédure est donc nulle. Dans le cas de la suppression, cela supprimait des droits aux enfants en cas de mort d'un des deux parents ou de séparation. Il sera possible pour le parquet de faire appel cependant. Le gouvernement Meloni
avait publié une circulaire pour que les mères ne transcrivent plus automatiquement les actes d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Ce n'est qu'une première étape. Les appels sont toujours possibles et il y a de fortes chances que le système judiciaire casse cette décision. L'Italie doit encore clarifier son droit car il expose les enfants à des vides juridiques importants. Bulgarie, un système de rotation des premiers ministres, fait ses débuts. Ces 9 derniers mois, c'était Nikolaï Denkov, chef de la coalition PPDB, Nous voulons le changement, Bulgarie démocratique, qui était le Premier ministre. Mais pour installer un gouvernement, il a fallu faire un contrat de gouvernement avec le GERB, parti très largement critiqué sous la gouvernance de Boyko Borisov pour son système de corruption, qui est à la base même de la création du PPDB. À Nikolaï Denkov succédera donc Maria Gabriel du GERB. Ce contrat disposait que les membres de la coalition gouvernementale seraient soumis à une rotation des premiers ministres à intervalles réguliers, un système inédit en Europe. C'était le seul moyen de mettre fin à une crise politique longue de 2 ans. Cependant, cette rotation est déjà mise en danger par les tensions au sein de la coalition, puisqu'il y a aussi la bataille des postes ministériels qui donne lieu à des invectives et des menaces de quitter purement et simplement le gouvernement. Dans les propositions qui passent mal, il y a celle de Boyko Borisov de sceller un accord sur 3 ans, mais aussi d'offrir au parti de la minorité turque, le DPS, un rôle important, et notamment à Delian Peevski, un homme d'affaires controversé, placé sur la liste Magnitsky par les États-Unis pour corruption. Cependant, c'est aussi la réforme judiciaire soutenue par le DPS qui a permis à la Bulgarie d'entrer partiellement dans Schengen. République tchèque, du progrès dans l'achat des munitions pour l'Ukraine. Alors que le président Petr Pavel annonçait le jeudi 7 mars que son pays était parvenu à rassembler les fonds pour l'achat de 800 000 obus à destination de l'Ukraine, son premier ministre Petr Fiala tempère le lendemain et indique que le financement de 300 000 obus est assuré. Bien aidé dans son entreprise par le Canada, le Danemark et les Pays-Bas, l'initiative est aussi soutenue par la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Lituanie, la Norvège et la Suède, qui contribuent aussi à l'achat de ces munitions. Le président Petr Pavel a annoncé que le transfert à l'Ukraine se fera d'ici à quelques semaines. Le tout est de savoir si ce sera au fur et à mesure ou si cela se fera d'un coup. L'Ukraine est en infériorité côté artillerie, ce qui l'oblige à utiliser le repli stratégique de plus en plus souvent. Irlande. Échec de la réforme constitutionnelle. Samedi 9 mars, les Irlandais étaient appelés aux urnes pour réformer la Constitution. Le référendum portait sur 2 points. D'abord sur la définition de la famille au-delà du mariage, et le deuxième amendement portait sur les devoirs domestiques des femmes. Les 2 amendements ont été rejetés. Le taux de participation démontre le manque d'enthousiasme, ne faisant se déplacer qu'un peu moins d'1 électeur sur 2. Le pays a légalisé le mariage pour tous en 2015 et l'avortement en 2018. 2 réformes qui semblaient impossibles suite au non au traité de Lisbonne en 2007 en Irlande. Le but du référendum était aussi d'effacer l'empreinte de l'Église dans la constitution irlandaise. Les opposants à la réforme critiquent la formulation vague des amendements. Cela ne devrait pas changer fondamentalement les droits des citoyens et citoyennes irlandaises, mais toujours est-il que ces dispositions vieillottes resteront ancrées dans le droit suprême du pays. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Russie, Biélorussie et Ukraine, RSF lance des chaînes et des radios russophones pour contrer la propagande du Kremlin. Pendant la guerre froide, c'était Voice of America et Radio Free Europe qui assuraient l'information hors propagande soviétique depuis Munich, permettant aux dissidents d'être entendus à l'Ouest et d'entendre aussi ce que l'Ouest avait à leur dire. C'est dans cette perspective que Reporters sans frontières veut apporter un discours différent de celui du Kremlin en Russie, en Biélorussie et dans les territoires ukrainiens occupés. Le réseau télévisé et radio s'appellera Svoboda, Liberté en russe, et sera destiné au public russe-biélorusse et dans les territoires occupés en Ukraine via le satellite de télécommunications Eutelsat. L'initiative est soutenue par l'Union européenne, mais elle ne la finance pas.
Le satellite Eutelsat est doté d'une technologie anti-brouillage, seul moyen de passer les filtres du Kremlin. L'initiative devrait rassembler les médias russes exilés comme l'Echo de Moscou, Novaya Gazeta, Radio Sakharov, Gordon TV, Belarus Tomorrow ou encore la chaîne russophone d'Allemagne, Ost-West. RSF finance l'initiative sur ses deniers personnels. La stratégie est d'attendre que les médias partenaires trouvent leur public avant d'aller dénicher des annonceurs pour assurer la pérennité de l'initiative. En attendant, RSF discute avec les États, les organisations internationales et les financeurs privés pour soutenir le projet. Royaume-Uni, un accord trouvé avec Frontex. C'est encore un nouveau rapprochement du Royaume-Uni 4 ans après la séparation formelle avec l'Union européenne. Après la réintégration dans le programme scientifique Horizon Europe et le nouvel accord sur l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni a signé un accord avec Frontex. James Cleverly avait organisé une réunion lundi 4 mars avec la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson, des représentants des agences européennes Frontex et Europol, et des représentants français, belges, allemands et néerlandais, afin de discuter des efforts conjoints déployés pour lutter contre l'immigration. C'est un accord de coopération non contraignant qui doit permettre la simplification des échanges d'informations, l'échange de bonnes pratiques et des formations conjointes des gardes-frontières, une coopération technique et opérationnelle, et enfin un échange de personnel. L'accord ne donne aucun pouvoir exécutif à Frontex. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief des affaires européennes. À bientôt sur Europe Hebdo.